thank you for being with us today, and the floor is yours. Thank you for having invited me, and especially to allow me to speak French, and very especially to you for having translated my text in 24 hours. 24 heures. Yes. Thanks to Brandon for reading it. Okay. Je vais sauter le premier paragraphe. I will just skip the first paragraph here on metaphors. It's not very important and very new. Mais je vais parler de la métaphore qui nous intéresse, c'est-à-dire celle de l'édition du génome, gene editing. Et donc, la question qui se pose, c'est est-ce que c'est là jouer à Dieu, comme dit donc, cette nouvelle métaphore qui donne son titre à notre colloque. Certains s'en inquiètent, d'autres s'en réjouissent. Personnellement, je ne sais pas si on joue à Dieu, parce que je ne sais pas à quoi joue Dieu exactement. Il est clair toutefois que ce que suggère la métaphore, cette métaphore théologique, c'est que les biologistes se substituent à Dieu dans son acte de création ou de fabrication de l'homme en créant quelque chose de nouveau issu du seul pouvoir de la volonté humaine. Mais on sait bien que même en ce qui concerne Dieu, le débat est ouvert depuis au moins la révolution nominaliste du XIVe siècle de savoir si son acte de création du monde était un acte parfaitement libre et donc extra-éthique, hors toute éthique, antérieur à toute éthique, ou si cet acte était lui-même éthique, auquel cas Dieu ne serait pas absolument libre, puisque déjà orienté et donc limité par des règles éthiques qui seraient comme un frein à sa liberté. Ce vaste dossier ouvert au XIVe siècle, je n'entends pas le refermer dans cette salle. Je préfère me résigner à reconnaître ne pas savoir à quoi joue Dieu, ne sachant pas s'il a lui-même respecté l'éthique ou s'il l'a instaurée dans un acte souverain de création. À la réflexion, je crois d'ailleurs que cette question théologiquement décisive est éthiquement inessentielle. Je vais essayer d'expliquer pourquoi et définitivement laisser tomber la métaphore du Dieu joueur. Car ce que je sais, en revanche, c'est que nous, les humains, nous n'avons pas le choix. L'éthique est là, elle nous précède et elle nous façonne. Je n'ignore naturellement pas que le substantif éthique est un collectif singulier et que l'éthique, ça n'existe pas. Il y a des éthiques, après tout les nazis avaient aussi une éthique. Ces éthiques sont plurielles, elles peuvent être contradictoires, chacune disposant de sa grammaire et de sa syntaxe propre. Mais ce que je veux dire, c'est que d'une manière générale, nos actions baignent dans l'éthique comme nos corps se meuvent dans l'espace. Agir, quelle que soit l'action, c'est agir éthiquement, quelle que soit l'éthique. Toute action a une portée éthique, même si l'action n'a pas directement une visée éthique. C'est pourquoi il y a, par exemple, ou il peut y avoir, par exemple, une éthique de la technique. Planter un clou, c'est une action technique qui n'a pas directement de visée éthique, et pourtant le plantage de clous porte en lui toute une éthique de la relation à l'outil, de la relation à l'environnement, de la relation à la nature, et donc aussi à toute l'industrie qui fabrique des clous et des marteaux. C'est une question donc de regard que l'on porte sur le phénomène. On peut naturellement considérer le plantage de clous comme un geste purement technique, répondant à chaque fois à un problème circonstanciel immédiat imposé par la situation du moment. Mais on peut aussi le considérer comme contenant en germe l'essence de notre rapport technique au monde. Essence stabilisée par l'industrie de l'outillage et renforcée par toute l'économie domestique des meubles à assembler soi-même. La même chose vaut naturellement pour l'édition des gènes. À la différence notoire qu'ici, il ne s'agit plus d'aménager notre environnement, comme on le fait avec le clou, mais d'agir directement sur les humains eux-mêmes. L'éthique est donc plus immédiatement présente, elle est plus proche
que dans le plantage de clous. Certes, l'édition des gènes est un problème technique, où elle concentre un faisceau de problèmes techniques dont nous avons eu un puissant aperçu hier, et ces problèmes techniques, ce sont des techniciens qui doivent les résoudre. Mais si un technicien soutenait résolument que l'édition des gènes n'est qu'un problème éthique et ne sert qu'à résoudre un problème au même titre que tous les autres, celui-là pourrait à bon droit être soupçonné d'aveuglement ou en tous les cas d'une forme aiguë de daltonisme. Cela ne veut pas dire que lui doive forcément analyser les questions éthiques que pose sa pratique, mais qu'il ne peut raisonnablement nier que sa pratique requiert, comme toute action humaine, mais plus directement que d'autres, une évaluation éthique. Si son action ne requérait pas, si on estimait que son action ne requiert pas une telle évaluation, ou s'il allait de soi qu'une telle évaluation éthique est inutile, nous vivrions déjà dans un monde d'ingénieurs et nous ne serions pas ici à discuter des problèmes éthiques du CRISPR-Cas9. La question intéressante à propos du CRISPR-Cas9 est de savoir en quoi cette technique représente-t-elle exactement un problème éthique. La réponse la plus évidente à cette question consiste à dire qu'en tant que technique génétique adossée à toute une tradition des techniques génétiques, cette technique tombe sous le coup de l'éthique médicale classique, avec les mêmes problèmes et difficultés qu'elle, mais qui sont néanmoins déjà bien cartographiés. On se trouve ici dans le domaine du respect des droits et libertés individuelles, de la protection de la personne, avec sa cohorte de prescriptions sur la sécurité, sur l'évitement des préjudices involontaires, mêlant les considérations déontologiques de respect de la personne et de son consentement éclairé, et le calcul conséquentialiste, calcul coût-bénéfice, le calcul des risques potentiels, etc. Eh bien, quand on appréhende les choses comme ça, on se trouve là au niveau de ce que j'appelle la petite éthique. L'éthique libérale des droits et libertés individuelles. En la qualifiant de petite, je ne veux pas dire qu'elle n'est pas importante, ou encore moins qu'elle peut être négligée. Je la considère comme tout à fait nécessaire. Mais je veux dire qu'elle considère les problèmes, tous les problèmes, pas seulement les problèmes de la bioéthique ou de l'ingénierie génétique, elle considère tous les problèmes à travers les seules lunettes des droits et libertés individuelles. Cette petite éthique est en gros l'éthique libérale des droits de l'homme, qui prend l'individu comme pivot de toute son architecture normative. Rien n'est, pour elle donc, pour cette éthique, rien n'est acceptable qui porte atteinte aux droits ou libertés individuelles, mais à l'inverse, tout est acceptable pour autant qu'il ne porte pas atteinte à ces mêmes droits. Tout est acceptable si on ne porte pas atteinte aux droits individuels. Donc j'insiste pour dire que petite ne veut pas dire sans importance, mais veut dire centré sur l'individu et sur la défense de ses droits, par opposition à un point de vue qui serait global, englobant, embrassant la réalité existante en tant que telle. Petite n'est donc pas synonyme d'insignifiante, mais s'oppose à global. On peut dire ainsi, par exemple, que l'éthique du pape est globale, l'éthique, je dirais, des théologiens, d'une manière générale, est globale. Je prends l'exemple du pape parce que, au fond, c'est le seul qui ait une telle autorité, de fait, une telle autorité morale, mais elle est globale précisément parce que, de par son point de vue même, elle embrasse de son regard normatif, de son regard éthique, le monde dans son ensemble, le cours du monde dans son ensemble. Alors que l'éthique des droits de l'homme est petite, car elle ne traite que des individus. Alors, c'est évidemment essentiel de traiter des individus, mais ce n'est pas global. Ainsi, à ce premier palier de la bioéthique, ce palier donc de la petite éthique, à ce premier palier de la bioéthique, seul pose un problème éthique une pratique qui concerne ou qui menace la petite éthique. Et c'est précisément à veiller
au respect de la petite éthique que servent toutes nos commissions, comités et aussi, on l'a vu maintenant, le Conseil de l'Europe. Donc c'est pour veiller au respect de la petite éthique que fleurissent à tous les étages de la société ces institutions de toute espèce, comités, commissions, règlements, chartes, etc., dont il y a inflation aujourd'hui. Et donc les textes européens en la matière offrent une illustration saisissante de ceci, de cette défense de la petite éthique, par exemple la Convention d'Oviedo, dont il vient d'être question, qui nous intéresse particulièrement pour notre sujet, mais aussi la dernière en date des recommandations de l'Assemblée parlementaire, qui tous ces textes sont structurés autour de la protection de la personne et de la notion fort vague et jamais définie de dignité humaine. Ça, c'est un problème. Ces textes se caractérisent toujours par des prises de position normatives fortes, interdiction de ceci, interdiction de cela, mais des justifications extrêmement faibles, qui se réfèrent toutes, par un jeu de renvoi de textes juridiques, à la notion récurrente, mais jamais définie, de dignité humaine. C'est donc à bon droit qu'on peut déplorer le caractère purement incantatoire de ce fondement philosophique mal assuré. Eh bien, c'est précisément dans cette faiblesse normative, dans cette faiblesse du fondement de l'appel à la dignité, c'est dans cette faiblesse normative que s'engouffrent toutes les argumentations pragmatiques ou conséquentialistes qui ne se laissent pas impressionner par ces exhortations à respecter la dignité humaine, effectivement, philosophiquement, fort problématiques. D'une manière générale, ces approches conséquentialistes considèrent que la bioéthique doit se concentrer sur la clinique, sur les besoins et sur les sentiments des patients, de manière à leur proposer des solutions éthiquement acceptables à des problèmes pratiques. Et par éthiquement acceptable, ils veulent dire sans danger médicalement identifiable pour le patient ou sa descendance. CRISPR-Cas9 offre un bon exemple de cette différence d'approche. Conformément à sa lecture déontologiste, donc orientée par des principes de la petite éthique, conformément à cette lecture, donc, la Convention d'Oviedo interdit l'intervention sur la lignée germinale des êtres humains, la considérant comme une limite éthiquement inviolable. Face à cela, les défenseurs conséquentialistes des thérapies germinales montrent que dans certains cas, certes rares, une telle thérapie est le seul moyen, au contraire, d'éviter la maladie de l'enfant à venir. Ce sont des cas où le DPI n'est d'aucun secours. Les partisans pragmatiques et conséquentialistes ne voient donc plus aucune raison de principe d'interdire les interventions sur la lignée germinale, surtout pas pour des raisons aussi fumeuses que celles d'une dignité humaine aux contours indéfinis. Et ils sont encouragés dans leur élan par le fait que, de toute évidence scientifique, la technique du CRISPR-Cas9 est parmi les techniques d'édition du génome la plus précise, la plus rapide et la moins coûteuse, bien que les incertitudes, me semble-t-il, et les difficultés ne doivent pas être sous-estimées, d'autant que nous n'avons pas actuellement de retour sur expérience possible quant à l'impact d'une telle intervention germinale sur les générations de descendants. C'est un problème, mais en raison des espoirs que ces techniques autorisent, le simple bon sens scientifique l'impose toutefois comme une voie privilégiée de la thérapie et de la recherche. On voit toutefois par là que le conséquentialiste raisonne lui aussi dans le cadre étroit de la petite éthique. Son seul critère d'appréciation reste en effet le bien-être individuel, ainsi que le besoin de l'individu, besoin qu'il érige volontiers en droit, les conséquences transforment volontiers les besoins en droit, en l'occurrence le besoin d'avoir une descendance génétiquement affiliée, besoin vite traduit en liberté fondamentale à procréer, moyennant la sécurité de la technique envisagée. Donc, ils défendent cette vision sans se laisser court-circuiter par l'argument d'une quelconque dignité humaine. Au contraire, le raisonnement conséquentialiste considère que permettre à des personnes ainsi atteintes de maladies d'avoir des enfants sains est un pas de plus vers ce que son adversaire appelle précisément la dignité humaine. En évitant
tout questionnement éthique global. La petite éthique favorise par elle-même une vision technique de la bioéthique qui, de par la nature même des problèmes auxquels elle est confrontée, a une tendance à se focaliser sur les résultats médicaux obtenus par les nouvelles techniques. Focalisation sur les résultats, toujours. C'est pourquoi les revendications se font si fortes, aux États-Unis par exemple, d'assumer explicitement ce caractère exclusivement technique de la recherche biomédicale et de l'éthique qui va avec, sans compter que cette attitude technicienne est évidemment aujourd'hui puissamment renforcée par les intérêts mercantiles qui structurent la recherche. Il est donc inévitable qu'il y ait aujourd'hui dans le monde une forte tendance à techniciser la bioéthique et à vouloir l'arracher à tout carcan moral dont on considère qu'elle l'entrave. Plusieurs grands philosophes de la bioéthique sont de cet avis. Il faudrait donc, selon ces bioéthiciens, détacher la bioéthique de la réflexion théorique pour n'envisager que ses effets pratiques, que ses résultats pratiques. C'est ainsi que dans une polémique déclenchée en 2015, comme le rappelle la chercheuse allemande Martina Baumann, je la cite, elle résume cette polémique, elle dit « La bioéthique a été sévèrement critiquée pour être trop détachée de la réalité et pour raisonner sur les principes théoriques de dignité, d'autonomie et consorts, alors qu'il s'agit de soulager des souffrances liées aux maladies. Au lieu d'être exagérément restrictive, la bioéthique ferait mieux de se consacrer à évaluer rapidement les technologies nouvelles dans leur contexte et en s'y prenant au cas par cas. » Fin de citation. La polémique ici relatée est celle déclenchée par un article du Boston Globe, dont l'auteur, le psychologue de Harvard Steven Pinker, résumait ainsi sa pensée. Vous avez la citation. Le but moral principal de la bioéthique d'aujourd'hui peut être résumé en une seule phrase. Tire-toi. Débarrasse le plancher. Bon. Pour ces bioéthiciens engagés dans la voie technicienne, même la petite éthique est trop restrictive, alors qu'elle ne vise fondamentalement qu'à protéger les individus. Mais c'est déjà trop pour eux, eux qui sont prêts à prendre des risques pour pouvoir, au final, piloter l'évolution, mais qui ne redoutent rien tant que d'être pilotés eux-mêmes. Rappelons à ce propos que le CRISPR-Cas9 fait désormais partie de la panoplie des transhumanistes, c'est eux qui veulent piloter l'évolution, qui y voient une chance inespérée d'améliorer génétiquement la nature humaine. Quoi qu'il en soit de cette polémique révélatrice, on peut dire qu'aujourd'hui, la bioéthique est entièrement aux mains de la petite éthique. Même si certains veulent l'en affranchir, comme on vient de le voir, parce qu'elle leur paraît trop contraignante. Cette volonté d'affranchissement est l'expression ultime de la vision technique de la bioéthique que porte en elle la petite éthique. Je crois que la petite éthique est l'éthique de la sortie de l'éthique. Cette vision technique signifie qu'en fin de compte, tout se mesure au risque pour la santé individuelle, que l'on mesure ce risque à la dignité bafouée, pour les principistes, si vous voulez, ou aux conséquences médicales néfastes pour les conséquentialistes. Le raisonnement diffère substantiellement, puisque dans un cas, on se réfère à la dignité, dans l'autre, au bien-être, mais il est structurellement le même. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, déontologistes et conséquentialistes sont du même côté de la barrière, dans le champ de la petite éthique, qui, dans l'un et l'autre cas, mesure la légitimité pratique au seul résultat obtenu. La petite éthique, en se focalisant sur l'individu, sur ses droits ou sur son bien-être, se focalise simultanément sur une éthique du résultat, respect de la dignité ou augmentation du bien-être. Or, malgré cette tendance lourde véhiculée par la petite éthique, il faut rappeler avec force, me semble-t-il, que l'évaluation du résultat n'est pas la seule manière d'évaluer une action éthique. Et peut-être n'est-elle même pas la plus importante. Avant de montrer cela à propos du problème spécifique de l'édition du génome, j'aimerais rapidement expliquer ce que j'entends par là. Le résultat final, l'outcome, est-il le critère moral de toute chose?
C'est là une question qui évidemment divise en profondeur depuis longtemps les philosophes moraux. J'aimerais toutefois attirer l'attention sur ce fait d'expérience quotidienne que la simple manière de traiter quelqu'un est aussi en elle-même moralement significative, indépendamment du résultat visé ou obtenu. Donc, je ne veux pas ici parler simplement de l'intention qui préside à l'action. Et donc, je ne veux pas reprendre la distinction classique entre l'éthique de la responsabilité, orientée vers les conséquences, et l'éthique de la conviction, focalisée sur l'intention, distinction célèbre de Max Weber. Je veux plutôt parler de la manière dont on considère autrui dans l'acte même qu'on accomplit, la manière dont on le prend en considération, indépendamment de la fin visée. Et je vais prendre d'abord un exemple qui n'a pas trait à la bioéthique, l'exemple des réfugiés. C'est tout autre chose. Et je veux dire par là que c'est éthiquement tout autre chose d'expliquer à des réfugiés que tel pays ou tel continent ne peut pas tous les accueillir et de les raccompagner dignement que de les laisser se noyer en mer pour ne pas avoir à les recevoir. Cela veut dire que pour un résultat identique, à savoir le non-accueil des réfugiés, c'est ce dont je parle. Pour un résultat identique, on a une manière éthiquement, foncièrement différente de traiter le problème. Pourquoi ? Parce que on s'est adressé aux réfugiés de manière foncièrement différente. Dans le premier cas, on s'est adressé à eux en tant qu'humains, certes en détresse, mais capables de comprendre, alors qu'on les traite, dans le deuxième cas, comme des parasites à éliminer. Cette différence dans la manière de traiter quelqu'un, je l'appelle la qualité éthique de l'action, c'est-à-dire la manière d'appréhender autrui dans son action, la manière de s'adresser à lui et de le considérer indépendamment du but de l'action envisagée. Une même visée peut être obtenue par des moyens qualitativement distincts, ce qui confère par conséquent à l'action une qualité éthique à chaque fois différente. Cela ne veut pas dire naturellement qu'il faille ou même qu'on puisse faire totalement abstraction du résultat, des conséquences ou de l'impact d'une action. Ce serait un aveuglement moral inverse, mais il est tout aussi absurde d'ordonner toute la morale autour des seuls objectifs à atteindre. Comme le montre mon exemple des réfugiés, la manière de les prendre en considération importe éthiquement au moins autant, si ce n'est plus, que le but que l'on cherche à atteindre. Or, la qualité éthique de l'action est précisément ce qui est occulté dans toutes les approches qui se focalisent sur le seul résultat produit. Le résultat de cette culture du résultat, si je puis dire, c'est une neutralisation éthique de l'activité humaine elle-même, au profit d'une vision purement technique focalisée sur le problème à résoudre, comme je viens de le dire pour le problème des réfugiés. C'est exactement ce que fait la petite éthique, qui pousse à cette forme de solutionnisme éthique. Considérez par exemple, comme le font les bioéthiciens cités tout à l'heure, que le seul horizon de la bioéthique, c'est de soulager la souffrance des malades, est une façon d'absorber complètement la bioéthique dans le domaine technique de la résolution des problèmes, négligeant par là le cadre éthique dans lequel ils doivent être résolus. Définir la bioéthique de cette manière est l'une des manières que la bioéthique emprunte pour se faire la vassale de la technique. Dans le même ordre d'idée, je vais vous donner un deuxième exemple. Les posthumanistes, pour qui le CRISPR-Cas9 est une chance inespérée, les posthumanistes considèrent d'une manière générale que l'amélioration génétique d'un enfant par ses parents est tout à fait équivalente dans son intention aux efforts que l'on fournit dans l'éducation classique pour rendre son enfant meilleur. Et hier, dans son exposé, Robin a
utiliser le même argument. Et que, donc, c'est ça le raisonnement, si l'on peut obtenir le même résultat avec des moyens biotechnologiques plus efficaces et au total moins coûteux, pourquoi diable s'en priver? Eh bien, cette attitude est typique d'une éthique qui reste focalisée sur le seul résultat. Or, je prétends qu'éduquer, ce n'est pas du tout la même chose qu'intervenir techniquement, même à supposer que le résultat final soit identique. Pourquoi? Parce que ce n'est pas du tout la même chose de considérer son enfant comme un amas de cellules à façonner par le génie génétique ou comme un être autonome qu'on peut amener à s'améliorer lui-même par l'éducation. C'est une question de qualité éthique, précisément. Celle-ci concerne, cette question de la qualité éthique concerne justement la façon de s'adresser à autrui, de considérer cet enfant, de l'appréhender dans son action, et c'est ce qui m'importe, indépendamment du but visé. Le parallélisme éducation-manipulation génétique neutralise la qualité de l'acte au profit du seul résultat escompté. Cette neutralisation de la qualité éthique me semble être l'impact le plus général. Nous sommes ici réunis pour parler des impacts sociétaux de ces technologies. Eh bien, cette neutralisation de la qualité éthique me semble être l'impact le plus général, mais aussi le plus profond de la vision biotechnique du monde qu'accompagne aujourd'hui la bioéthique et l'éthique qui va avec, à savoir la petite éthique. C'est cette neutralisation qui déshumanise le monde et qui projette un monde d'ingénieurs entièrement gouverné par une raison devenue purement fonctionnaliste. Si l'on soumettait le CRISPR-Cas9 au test de ce que j'appelle la qualité éthique, la question éthique essentielle ne serait plus de savoir si au final, c'est-à-dire quant au résultat, la technique envisagée contrevient ou non aux exigences de la petite éthique, mais comment l'humain est-il envisagé par l'usage de cette technique? Est-il simplement considéré comme un objet biologique, c'est-à-dire un amas de cellules à façonner au gré de finalités qui lui sont extérieures, ou comme un humain vulnérable que l'on peut rétablir ou que l'on veut rétablir dans la plénitude de ses capacités? Et on pourrait répondre de manière tout à fait dépassionnée à cette question, ça dépend de l'usage qu'on en fait. On pourrait l'utiliser sans restriction si elle est au service d'un acte thérapeutique qui considère l'autre comme un être vulnérable, en souffrance, et que l'on chercherait de toute façon à soigner. Si cette technique est plus efficace et plus performante que les autres, je ne vois aucune raison éthique de lui imposer une quelconque restriction. En revanche, si elle considère autrui ou soi-même comme un capital à augmenter, comme une fonction à améliorer, comme un objet technique à perfectionner, alors, dans ce cas, elle serait à proscrire. Raisonner ainsi permettrait d'éviter le recours aux interdits dogmatiques basés sur la dignité humaine, qui, par exemple, interdisent a priori toute intervention sur la lignée germinale, comme nous l'avons vu. Mais cela permettrait aussi de ne pas s'en tenir strictement au seul bien-être supposé de l'individu concerné et de lui subordonner toute autre considération. La question de la qualité éthique permettrait donc de sortir de ce jeu de balancier auquel la petite éthique semble condamner la bioéthique contemporaine entre déontologisme et conséquentialisme, et de rappeler que le cœur de la bioéthique n'est pas la performance technique et son accompagnement servile, mais la relation à autrui et, de proche en proche, le type de monde que nous construisons à travers cette relation à autrui. J'ajoute que cette question de la qualité éthique ne concerne pas seulement la relation du scientifique avec celui qu'il est appelé à soigner, elle doit aussi concerner comment chacun se considère lui-même. Lorsque, dans les discours post-humanistes, on se considère soi-même comme une mécanique biologique à améliorer, on s'auto-réifie. On se considère donc soi-même comme un objet, en quelque sorte. On s'auto-réifie, se considérant soi-même comme un artefact dont on veut améliorer les performances. Par conséquent, considérée sous le seul angle de la petite éthique, la technique du CRISPR-Cas9 participe
en réalité, à cette entreprise de réification ou d'auto-réification qui est une tendance lourde dans le monde d'aujourd'hui, de manière tout à fait analogue à ce qui se passe dans le monde numérique. On ne s'intéresse plus aux personnes, mais aux profils que l'on façonne pour satisfaire aux attentes supposées d'autrui. Les interactions humaines sont de plus en plus médiatisées. Je parle ici maintenant du monde digital, je fais un parallèle avec le monde digital. Les interactions humaines sont de plus en plus médiatisées par les évaluations des autres, ce qui veut dire que nous sommes réifiés par des évaluations chiffrées et auto-réifiés par les évaluations que nous attendons des autres. Il faut voir à ce propos l'épisode de Black Mirror qui s'appelle Nosedive. Absolument extraordinaire. Il peut paraître curieux de mettre en parallèle les phénomènes de réification et d'auto-réification numérique avec l'usage du CRISPR-Cas9. Mais c'est justement le but et l'intention de la notion de qualité éthique que de décloisonner ainsi les questions éthiques, de les sortir de la fragmentation et de l'isolement dans laquelle les maintient la petite éthique. Aujourd'hui, on traite les questions éthiques, je fais ici une remarque, aujourd'hui on traite les questions éthiques comme des tranches de salami. Alors il y a l'éthique des affaires, l'éthique de l'environnement, l'éthique des animaux, l'éthique de ceci, l'éthique de cela, etc. C'est une façon de fragmenter l'éthique et donc de ne pas envisager l'éthique comme une question globale. La question de la qualité éthique permettrait de, en quelque sorte, globaliser, si on veut, ces questions. Parce que le système se reproduit par fragmentation. Je veux parler ici du système économique, technique, technoscientifique, la manière dont les choses avancent, ce qu'on appelle la reproduction matérielle du système. Le système se reproduit par fragmentation et se maintient par elle, en évacuant à chaque fois toutes les questions liées au sens de l'usage des techniques. C'est ainsi qu'elle participe directement à la neutralisation éthique du monde. La question de la qualité éthique permet au contraire d'adopter une perspective transversale, c'est-à-dire englobante, en replaçant l'ensemble des questions de la petite éthique dans le cadre plus large du sens que les techniques, prises isolément, peuvent avoir pour et dans le monde humain en général. C'est cette transversalité qui permettrait de sortir des ornières de la petite éthique et de donner aux techniques et à leur usage un cadre éthique non dogmatique. C'est évidemment essentiel dans un monde pluraliste, tout en respectant éminemment les intérêts fondamentaux de la recherche de pointe, qu'on cherche non pas à l'entraver, mais à lui donner un sens, me semble une exigence élémentaire d'une attitude éthique, quoi qu'en pensent aujourd'hui les purs techniciens de la bioéthique. Or, et je conclus, ce qui me frappe dans la situation d'aujourd'hui, c'est que nous ne sommes en réalité pas équipés pour répondre collectivement à cette question du sens. Je veux dire que nous ne sommes pas collectivement ou institutionnellement équipés pour le faire, prisonniers que nous sommes de la petite éthique qui se focalise sur la question des droits et des libertés. L'ensemble de nos institutions bioéthiques, les textes européens en sont une parfaite, mais à mes yeux une dramatique illustration. L'ensemble de nos institutions bioéthiques sont taillées à la mesure de la petite éthique. Et je fais ici une parenthèse circonstancielle. On a évoqué les états généraux de la bioéthique qui se tiennent actuellement en France depuis le mois de janvier. Le Comité consultatif national d'éthique a placé, quand il a ouvert les états généraux, il a placé ces états généraux sous le signe d'une question. Cette question, c'est « Quel monde voulons-nous » C'est la question à laquelle les états généraux sont supposés répondre. Et cette question me semble véritablement une question essentielle, si vous voulez, pas seulement pour la bioéthique, pour l'éthique en général. Mais moi, ce qui me frappe, c'est que précisément, il est impossible de répondre à cette question dans le cadre de nos institutions. Il est impossible de répondre à cette question, que pourtant le Comité consultatif d'éthique considère essentielle. Parce que ces institutions ne sont pas faites pour délibérer sur le bien commun, sur le bien global, elles sont là pour protéger la petite éthique. Et ceci
si vous voulez, provient de toute la tradition libérale, dont l'Américain John Rawls est actuellement le représentant, enfin il est mort maintenant, mais c'est le représentant contemporain, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on exige de l'État, c'est le but, c'est le principe même du libéralisme, on exige de l'État une neutralité sur les questions éthiques. Alors comment voulez-vous répondre à la question « Quel monde voulons-nous » si vous restez structurellement confiné dans une éthique privée, en quelque sorte. Donc, en fait, nos institutions expulsent cette question. Elles expulsent structurellement cette question de la grande éthique ou de l'éthique globale et se recroquevillent sur la petite éthique. Donc, je dirais que la bioéthique n'a pas l'éthique qu'elle mérite. Aussi paradoxal que cela puisse paraître à première vue, je crois que la bioéthique institutionnelle participe à la neutralisation éthique du monde. Alors même, j'en suis conscient, que les comités d'éthique, je l'ai dit, se multiplient à tous les étages de la société. Mais comme ils ne sont que les organes de la petite éthique, ce pullulement ne fait que contribuer à la fragmentation des problèmes éthiques qui occultent systématiquement les questions de la qualité éthique et facilite la vision purement technique du monde et simultanément, comme nous l'avons vu, une vision technique de la bioéthique elle-même. On pourrait appeler cela le paradoxe bioéthique de notre temps. Pour en sortir, il faut sortir de la petite éthique et donc transformer les institutions de la bioéthique qui s'organisent autour d'elle. Le défi, et ce n'est pas un mince défi, consiste à rendre nos institutions bioéthiques adéquates aux questions que la bioéthique elle-même soulève jour après jour. Parce que la fragmentation éthique et le solutionnisme qui va avec nous font perdre de vue le caractère global de ce qui est à chaque fois en jeu, à savoir le type d'humanité que nous voulons. Nous n'avons toutefois pas aujourd'hui les institutions qui permettent de répondre à cette question. Il faut donc les inventer ou les réinventer exactement comme on a inventé précisément les institutions bioéthiques dans les années 80. Nous avons donc besoin de créativité ou d'inventivité institutionnelle, car je suis persuadé que l'éthique dont a besoin la bioéthique d'aujourd'hui ne peut s'élaborer que collectivement, en commun, donc dans le cadre d'institutions communes. Seule une telle institution à inventer permettra de ne pas nous considérer comme les esclaves obligés du progrès technologique que la petite éthique ne fait qu'accompagner. Je vous remercie.